Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Franchement, ce Monaco-Marseille, c'est exactement le genre de match qui te rappelle pourquoi la fin de saison en Ligue peut devenir complètement irrespirable. Sur le papier, on avait une affiche pour le podium, une affiche pour la Ligue des Champions, une affiche entre deux équipes qui avaient énormément à gagner, mais surtout énormément à perdre. Et ça s'est vu tout de suite. Pendant une heure, on n'a pas assisté à un sommet spectaculaire. On n'a pas vu deux équipes qui se sont jetées l'une sur l'autre, tête baissée. On a vu deux équipes qui se regardaient, deux équipes qui mesuraient le danger, deux équipes qui savaient qu'une défaite pouvait coûter énormément dans le sprint final. Et puis, à partir du moment où Monaco a ouvert le score, le match s'est totalement transformé. Là, on a enfin vu les espaces, les transitions, les visages se crisper, les lignes s'allonger, les qualités individuelles parler, les gardiens devenir décisifs. Et surtout, on a compris une chose très simple. Ce genre de rencontre, tu le gagnes pas seulement avec du volume, tu le gagnes avec de la lucidité, avec de l'efficacité et avec des joueurs capables de faire mal au bon moment. Monaco l'a fait. Marseille, lui, a eu ses temps forts, ses situations, ses raisons d'y croire, mais il a payé cash chaque moment de flottement. Résultat final, 2-1 pour Monaco, 7e victoire consécutive en championnat et une course à la Ligue des Champions complètement relancée puisque Monaco revient à hauteur de l'OM avec 49 points à seulement un longueur de Lille, nouveau 3e. Ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est qu'elle raconte beaucoup plus que le score brut. Si tu regardes uniquement le tableau d'affichage, tu peux croire que Monaco a géré son affaire à domicile, qu'il a puni Marseille au bon moment et que l'histoire s'arrête là. Mais non. Le vrai scénario, il est plus subtil que ça. Pendant une bonne partie de la première période, j'ai trouvé Marseille plus menaçant, plus direct, plus capable de créer le vrai danger. Pas forcément avec un football ultra sophistiqué, pas avec un jeu de position d'une propreté folle, mais avec une idée assez claire, attaquer vite, chercher les couloirs, profiter des espaces et surtout mettre la défense monégasque dans des situations d'urgence. On a senti une équipe marseillaise prête à faire mal dès qu'elle trouvait un couloir de projection. Et en face, on a vu un Monaco qui tenait le ballon, qui faisait circuler, qui installait ses séquences, mais qui restait trop stérile dans les 30 derniers mètres. En gros, Monaco contrôlait davantage le rythme, mais Marseille créait davantage l'inconfort. Et ça, il faut le dire clairement, parce que si on fait une analyse sérieuse, on ne peut pas raconter ce match comme si Monaco avait roulé sur l'OM de la première à la dernière minute. C'est pas vrai. D'ailleurs, les chiffres du match racontent bien cette opposition de style. Monaco termine avec 52% de possession contre 48% pour Marseille. Donc oui, le contrôle du ballon était légèrement monégasque, mais Marseille a plus tiré 8 fois contre 5 et surtout a cadré autant, voire plus, selon les relevés live du match. Donc, on n'est pas sur un scénario où l'OM a subi sans exister. Pas du tout. L'OM a existé, l'OM a eu des moments, l'OM a même eu de vraies opportunités pour marquer le premier but. Et quand tu joues à Louis II dans un match de ce niveau-là, ces moments-là doivent compter. C'est là que ce match devient cruel pour Marseille parce qu'il y avait la place. Mais en football, avoir la place ne suffit jamais. Il faut sanctionner et c'est justement là que Monaco était supérieur. Je vais être franc. La première période n'a pas été brillante en termes de spectacle pur. Elle a été fermée, prudente, parfois même un peu étouffée par l'enjeu. On sentait les deux équipes dans une logique de protection. Marseille défendait avec un bloc très compact, proche d'un 5-4, sans ballon, pour empêcher Monaco de trouver des intervalles dans l'axe. Monaco, lui, faisait tourner, cherchait à tirer, mais manquait de spontanéité pour vraiment casser le verrou. C'était pas un premier acte de grande folie, mais à l'intérieur de cette première période un peu verrouillée, Marseille a quand même trouvé les occasions les plus nettes. Hamed Junior Traoré, choisi au départ plutôt que Tanwaneri, a obligé Lucas Hradek à une première grosse intervention dès la 11e minute. Puis, Marseille a continué à revenir, à insister, à gratter des situations avec un Paisson très actif, un Wea capable de donner de la percussion, un Guiri disponible entre les lignes et un Aubameyang qui pesait, même si tout n'a pas été juste chez lui. Marseille n'a pas dominé le ballon, mais Marseille a dominé certaines séquences dangereuses. Et là, il faut ouvrir un gros chapitre sur Lucas Hradecki parce que honnêtement, le match bascule en partie grâce à lui. On parle souvent des grands attaquants, des passeurs décisifs, des buteurs de fin de match, mais ce genre de rencontre, tu peux aussi le gagner grâce à ton gardien. Et Monaco l'a gagné aussi grâce à son gardien. Hradecki a fait un match de très haut niveau. Pas le genre de prestation où tu fais 10 arrêts spectaculaires dans tous les sens, non. Le genre de prestation encore plus précieuse. Le gardien qui rassure, le gardien qui ferme l'angle, le gardien qui lit vite, le gardien qui se place juste, le gardien qui donne à son équipe le droit de rester vivante pendant ces moments difficiles. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a sorti Traoré, il a repoussé Paisson plusieurs fois, il a été très propre dans ses sorties, il a pris de la place dans ses faces, à face, et même après le but encaissé face à Guiri, il a encore réussi à garder Monaco debout jusqu'au bout, avec notamment un arrêt capital devant Medina dans le temps additionnel. C'est pas un détail. Pour moi, sans Hradecki, Monaco ne gagne pas ce match. Et ça, c'est très important pour comprendre la dynamique actuelle de Monaco. Depuis plusieurs saisons, ce club a souvent été brillant offensivement, séduisant dans certaines phases, mais parfois friable, parfois trop vulnérable,
parfois pénalisé par un secteur défensif ou par un poste de gardien qui ne sécurisait pas assez les matchs serrés. Là, tu as un gardien qui te rapporte des points. Et la nuance est énorme. Il ne se contente pas de faire son travail de base, il fait basculer une rencontre de haut de tableau. C'est le type de performance qui change une fin de saison. Quand ton gardien transforme les situations adverses en frustration, tout ton bloc prend confiance, tes défenseurs osent plus, tes milieux respirent mieux et tes attaquants savent qu'ils n'auront peu être besoin que d'un ou deux coups de poignard. C'est exactement le scénario que Monaco a vécu ce soir. Maintenant, il faut parler de Marseille parce que je trouve qu'on tombe souvent trop vite dans les raccourcis. Non, Marseille n'a pas fait un match honteux. Non, Marseille n'a pas été mangé dans tous les compartiments. Non, Marseille n'a pas mérité de perdre 2-0 pendant longtemps dans ce match. Le vrai problème de l'OM, c'est pas d'avoir été nul partout. Le vrai problème, c'est d'avoir manqué de réalisme et d'avoir ensuite payé cher ces déséquilibres quand le match s'est ouvert. C'est très différent. L'OM a eu les situations pour faire basculer ce match dans le bon sens. Mais il faut être honnête, à ce niveau de compétition, dans ce contexte, quand tu laisses passer tes temps forts, tu ouvres la porte au scénario le plus cruel. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Marseille a été plus dangereux dans le premier acte, mais n'a pas marqué. Puis il a pris un but et à partir de là, il a dû sortir, se découvrir, courir plus, exposer davantage ses défenseurs. Et face à un Monaco en pleine confiance, c'est extrêmement risqué. J'ai trouvé le choix de départ marseillais plutôt cohérent dans l'intention. Ahmed Junior Traoré derrière Aubameyang et Guiri, avec Weah et Paisson capables d'apporter de la profondeur et du déséquilibre. Ça faisait sens. D'ailleurs, Traoré a été, à mes yeux, un des meilleurs Marseillais sur le plan des connexions offensives dans la première période. Il a su se rendre disponible, casser des lignes par la conduite, puis déclencher une des premières grosses alertes. Guiri, lui, a alterné de bonnes choses et des moments où il a un peu trop gardé son ballon, mais il a été un vrai point d'appui mobile. Quant à Paisson, il a été frustrant parce qu'il a souvent réussi son premier geste avant de tomber sur Hradek ou sur le dernier défenseur. Et c'est là toute la frustration marseillaise, beaucoup de pas loin, beaucoup de presque, mais au final, trop peu de vraies récompenses jusqu'à la 85e minute. Aubameyang, lui, a vécu un match paradoxal. Dans le jeu, il a parfois pesé, il a attiré, il a tenté de couper des trajectoires, mais c'était pas le grand Aubameyang des soirs où tout devient simple dans ses appels et dans ses timings. On a senti un joueur impliqué, mais pas totalement tranchant. Et contre ce type de bloc, face à un gardien aussi fort, tu as besoin que ton numéro 9 transforme la demi-seconde de liberté en vrai geste décisif. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, oui, il a existé, mais pas assez pour renverser le match. Et puis, il y a le Weah qui a donné à l'OM des courses, du volume et quelques séquences très intéressantes dans le couloir. Son activité a souvent obligé Monaco à reculer. J'ai bien aimé sa manière de projeter l'action, même si la justesse n'a pas toujours suivi. Sur ce type de match, tu as besoin de joueurs comme ça, qui donnent de la verticalité, qui refusent le confort. Mais là encore, le match de Marseille est rempli de demi-réussites. L'idée était souvent bonne, l'énergie aussi, mais le dernier geste, la dernière passe, le dernier choix, eux, n'ont pas toujours été au niveau de l'enjeu. Et quand tu joues une place en Ligue des Champions, les demi-réussites deviennent des occasions ratées. Défensivement, par contre, je vais être plus sévère avec l'OM. Parce qu'il y a un point qu'on ne peut pas évacuer. Dès que le match s'est ouvert, Monaco a eu le sentiment qu'il pouvait faire très mal à chaque transition. Et ça, pour moi, c'est une vraie alerte. Au départ, le 5-4, un Marseillais sans ballon, a plutôt bien fonctionné. Il a contraint Monaco à tourner autour, à faire circuler sans trouver de solution immédiate dans les 30 derniers mètres. Franchement, jusqu'à l'heure de jeu, j'ai trouvé l'organisation marseillaise assez sérieuse. Mais dès que Monaco a marqué, j'ai senti la défense marseillaise beaucoup plus vulnérable. Les distances se sont allongées, les couvertures ont été moins propres et surtout, Monaco a commencé à trouver les zones qu'il cherchait depuis le début. C'est pas un hasard si le deuxième but vient sur une transition menée à très haute vitesse. Et parlons-en de ce premier but de Monaco parce qu'il est très révélateur. On entre dans l'heure de jeu, on est à la 59e ou à la 60e minute selon le relevé et Jordan Tézé trouve ce centre parfait. Derrière, Golovin vient couper avec énormément de justesse. Le geste est simple en apparence, mais il est très difficile à faire aussi proprement. Il faut lire la trajectoire, attaquer la zone au bon moment, ouvrir le pied juste comme il faut et surtout garder le calme nécessaire pour ne pas dévisser. Golovin l'a fait avec une vraie sérénité. Et ce but, il a quelque chose de symbolique dans la saison monégasque parce que Golovin, sur cette deuxième partie de saison, il est en train de redevenir ce joueur qu'on imaginait capable d'être décisif dans les grands rendez-vous. C'est déjà son 3e but sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Et ça, pour Monaco, c'est une bénédiction. Parce que, au-delà de son talent, Golovin apporte aussi une maturité technique dans les moments chauds. Là, il sent le bon espace, il sent le bon timing et il fait exactement le bon geste. C'est pas juste un but, c'est un but de joueur en confiance. À partir de là, le match change totalement et c'est là où je trouve que Marseille a payé le prix du scénario.
Jusque-là, l'OM pouvait rester prudent, compact, sélectif dans ses accélérations. Une fois mené, il fallait sortir davantage, il fallait chercher l'égalisation, il fallait allonger le bloc. Et là, Monaco a enfin eu le match qu'il attendait. Les espaces se sont présentés, les transitions sont devenues plus fréquentes et le duo Akliouche-Balogun a commencé à sentir le sang. Akliouche, on en parle parfois moins que d'autres, mais qu'est-ce qu'il est fort pour donner de la vitesse juste et pour faire les bons choix quand le terrain s'ouvre. C'est pas forcément un joueur qui fait toujours le geste le plus spectaculaire, mais c'est un joueur qui comprend très vite où se crée la faille. Et quand tu as à côté de toi un Balogun dans cette forme-là, chaque transition peut devenir mortelle. Et le deuxième but, franchement, il est magnifique. Balogun par lancer, le contre est mené à 100 à l'heure et au lieu de paniquer ou de forcer un tir bête, il choisit le lob de 20 mètres. Et c'est pas un petit ballon piqué facile, pas un geste de confort, non. C'est un geste de très haut niveau dans la course, avec le gardien qui sort, avec la pression du retour défensif, avec l'obligation d'être juste. Il le fait parfaitement. Rulli est mal placé, certes, mais encore faut-il avoir la lucidité pour le voir et l'exécution pour punir. Balogun, aujourd'hui, il joue avec une confiance énorme. Ce but-là, c'est le but d'un attaquant qui sent qu'il peut tout tenter parce qu'en ce moment, tout lui réussit. Et ça aussi, ça compte dans une fin de saison. Là, on parle d'un joueur qui vient d'inscrire son 6e but en 6 matchs de Ligue 1. Donc, on n'est plus sur une impression, on est sur une vraie dynamique de tueur. Pour moi, Balogun a incarné ce que Monaco fait de mieux en ce moment, de la verticalité, de la confiance, de la punition. Il n'a pas eu 12 occasions, il n'a pas eu besoin de 15 ballons, mais quand l'espace s'est présenté, il a frappé. Et ce qui est encore plus marquant, c'est qu'il n'a pas seulement marqué un très joli but, il a aussi pesé physiquement, il a occupé la profondeur, il a aidé son équipe à respirer quand elle subissait les temps forts marseillais. Ça, c'est précieux. Un attaquant, c'est pas juste un mec qui marque, c'est aussi un mec qui soulage, qui fixe, qui fait reculer. Et Balogun l'a fait tout le match, avant même son but. Maintenant, soyons justes, à 2-0, Marseille n'a pas lâché. Et c'est là que j'ai envie de nuancer encore dans l'analyse, parce que beaucoup d'équipes à ce moment-là explosent mentalement. L'OM, lui, a continué à pousser. Et à la 4-25e minute, Amine Gouiri relance complètement le match sur une action où il fait presque tout seul. Il s'infiltre dans la surface, il résiste, il pousse, il garde son équilibre, il se crée son angle et il termine sur Hradecky. Il y a un peu de réussite parce que ça ricoche dans la zone, mais franchement, son action est magnifique dans l'intention. C'est le genre de but qui montre tout ce qu'il peut apporter quand il décide de prendre la responsabilité totale d'une situation. Et à ce moment-là, tu te dis que Marseille peut vraiment aller chercher le nul parce que psychologiquement, après le 2-1, Monaco a vacillé, ça s'est vu. Et là, on a eu une fin de match totalement débridée. Medina a eu une énorme tête dans le temps additionnel. Hradecky sort encore la parade qu'il faut. Aubameyang et les autres poussent. Monaco recule. Les dégagements deviennent plus précipités. Les duels plus nerveux. Et tu sens que tout peut basculer. Et franchement, à ce moment-là, le match devient presque fou. Et c'est là que la prestation de Hradecky prend encore plus de valeur. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon quand le score est à 0-0 ou à 1-0. Il faut aussi répondre présent quand l'adversaire revient à 2-1 et que tout le stade comprend que les 5 dernières minutes vont être une guerre. Lui, il répond encore. Et au final, c'est ce qui permet à Monaco de survivre à ce siège final. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont Monaco a assumé ces changements. L'entrée de Bamba, celle de Diatta, puis ensuite les entrées de Biarret, Adingra ou encore Fati ont donné au banc monégasque une vraie profondeur. Pas forcément des entrants tous brillants individuellement, mais des entrants capables de maintenir une menace. Et c'est fondamental. Parce que dans ce type de match, quand ton adversaire pousse, si ton banc ne t'aide pas à repousser un peu le danger ou à garder une menace en transition, tu finis sous l'eau jusqu'au bout. Monaco, lui, a gardé cette possibilité de piquer encore. C'est pas anodin. Ça a empêché Marseille de monter totalement sans réfléchir. Du côté marseillais, en revanche, cette défaite fait mal parce qu'elle alimente encore ce sentiment de fragilité dans les matchs qui comptent le plus. Je ne dis pas que l'OM a tout raté. Je ne dis pas que l'OM n'a rien proposé. Mais dans une fin de saison où chaque point pèse lourd, ce genre de match-là doit au minimum t'offrir quelque chose si tu veux finir sur le podium. Or là, Marseille repart sans rien et comptablement, c'est brutal. L'OM tombe du podium, se retrouve à égalité de points avec Monaco, à un point de Lille avec Lyon et Rennes qui restent tout proches. Donc oui, on peut dire que le contenu marseillais n'était pas honteux. Oui, on peut dire que le match nul n'aurait pas été scandaleux. Mais le football de très haut niveau ne récompense pas les aurait pu, il récompense les équipes qui transforment. Monaco a transformé, Marseille non. Et c'est là où j'en viens à Habib Baye. Je vais être mesuré, mais je vais être clair. Je comprends certaines intentions, mais je reste dubitatif sur la continuité que cette équipe dégage. Ce soir, il y avait des bonnes choses. Mais j'ai toujours la même réserve avec cet OM. Tu peux sentir une logique sur certaines séquences et en même temps avoir l'impression que tout peut s'effriter très vite dès que le scénario tourne mal. Cette équipe n'est jamais totalement rassurante.
Elle peut se montrer dangereuse, bien défendre un moment, créer des situations, mais elle donne toujours le sentiment qu'elle vit sur une ligne un peu trop instable. Et dans un sprint final pour la Ligue des Champions, cette instabilité là, peut te coûter très cher. Là, elle coûte déjà très cher. À l'inverse, Monaco dégage aujourd'hui une sensation que j'aime beaucoup. C'est pas forcément toujours flamboyant pendant 4-20 minutes, mais c'est une équipe qui sait exactement où elle veut frapper. Elle sait souffrir, elle sait tenir, elle sait attendre son moment. Et surtout, elle a des joueurs en forme dans les zones clés. Hradecki dans le but, Golovin dans l'animation, Balogun dans la finition, Akliouche dans la créativité. Thèse capable de faire une passe décisive importante. Quand tes joueurs majeurs répondent en même temps, ta fin de saison devient tout de suite beaucoup plus crédible. Et Monaco, aujourd'hui, ressemble à une équipe crédible pour arracher la Ligue des Champions, clairement. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient de ces Monaco-Marseille? On retient que pendant 1 heure, le match a été trop fermé pour être vraiment grand. On retient que Marseille a eu des occasions et pouvait marquer avant. On retient que Hradecki a sorti un match de patron. On retient que Golovin continue sa superbe deuxième partie de saison. On retient que Balogun est dans la forme de sa vie. On retient aussi que Guiri a eu l'orgueil de relancer le suspense presque tout seul. Et surtout, on retient que cette victoire monégasque change complètement la lecture de la course au podium. Parce que là, on parle plus d'une petite lutte à distance. On parle d'un sprint final totalement ouvert où chaque point va peser, où chaque gardien peut faire basculer une soirée, où chaque buteur en forme peut porter son équipe et où le moindre faux pas peut te faire glisser d'une place en Ligue des Champions à une place beaucoup plus inconfortable. Monaco vient de mettre un vrai coup sur la table. Marseille, lui, repart avec énormément de regrets. Et à ce moment de la saison, les regrets, c'est souvent ce qu'il y a de plus cher. Merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. Vraiment, si tu as aimé l'analyse, pense à t'abonner. Ça m'aide énormément à continuer ce genre de contenu et à monter en qualité sur les prochaines vidéos. Lâche un like si tu as vibré devant ce Monaco-Marseille et surtout, dis-moi en commentaire qui va aller en Ligue des Champions selon toi. Et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, écrivez Louis II en commentaire. Comme ça, je sais que vous êtes les vrais, ceux qui ne lâchez rien jusqu'à la dernière seconde. Merci encore, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain débrief.